impacts environnementaux. Sur les impacts environnementaux, il va y avoir 6 parties sur les impacts environnementaux. Soit il faut au moins avoir un impact positif parmi ces 6 types. Le premier, c'est l'atténuation au changement climatique. Pour vous donner des exemples, c'est l'utilisation d'énergie propre, par exemple, l'agriculture régénérative, ça, c'est ce type d'impact. L'adaptation au changement climatique, c'est un sujet en plus très important en Tunisie. Il y a beaucoup de difficultés avec, par exemple, les problèmes de sécheresse. Et, donc ça, c'est un deuxième impact sur lequel on peut travailler. L'utilisation durable des ressources aquatiques et marines. Là aussi, c'est un sujet assez important qu'on mentionne souvent en Tunisie avec les problèmes de pêche, par exemple. L'économie circulaire, donc l'utilisation de sources durables, d'augmenter le réemploi, la recyclabilité, par exemple. La réduction de la pollution et enfin la biodiversité. Donc, sur un de ces 6 impacts positifs, il faut au moins travailler sur un de ces sujets. Au moins un, bien sûr, on peut travailler sur plusieurs. Ensuite, pour pouvoir évaluer ça, on indique qu'il faut bien prendre en compte 4 aspects. L'intégralité du cycle de vie de produit, c'est-à-dire ne pas se limiter à une petite partie, parce qu'il se peut que le produit lui-même ait beaucoup d'impacts négatifs en amont, par exemple sur la chaîne, quand on va acheter les matières premières, par exemple, pour donner un exemple. Ensuite, un autre aspect important, c'est le fonctionnement de l'entreprise. Si toute l'entreprise est très polluante et produit beaucoup par exemple, de déchets nocifs, il faudra le prendre en compte et y réfléchir aussi par rapport à ça. Ensuite, pour pouvoir évaluer, on propose deux possibilités qu'il faut prendre en compte. Déjà, l'état antérieur et l'état actuel, ou l'état futur qui va être mis en place grâce à l'évolution verte, et l'amélioration par rapport aux normes du marché. Donc, comme vous le voyez, on a précisé des éléments assez précis, mais on reste aussi dans une ouverture et flexibilité pour pouvoir comparer par rapport à ce qui se passe dans le marché, par rapport aussi à une évolution, comment on veut s'améliorer au moins. Et dans tout cela, quand on va évaluer, il faudra au moins mettre en avant des indicateurs quantitatifs, des chiffres, par exemple une réduction de la consommation d'eau de X% ou en mètres cubes, ou des choix technologiques qui semblent clairement positifs. Par exemple, l'utilisation d'un moteur à essence vers un moteur qui va s'appuyer sur l'éolien, par exemple. Donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir utiliser. Ensuite, on a parlé de 3 impacts positifs. Le premier, c'était l'environnemental, au moins un impact positif. Sur les impacts sociaux, il y a 2 aspects. D'abord, il faut être impérativement avoir une réflexion sur la création d'emplois nets, c'est-à-dire on crée plus d'emplois qu'on détruit. Souvent, on parle de la création d'emplois, c'est évidemment très important. On aimerait aussi prendre en compte aussi qu'il n'y ait pas de destruction, ce qui arrive de temps en temps dans certains types de business models, où on va créer au niveau de l'entreprise, mais on va en détruire énormément au niveau de l'écosystème. Et ensuite, un élément très important pour Expertise France, mais en général pour tout le projet Greenovi, c'est la promotion de l'égalité des genres, qui est aussi très important. Après, il y a plusieurs possibilités qui peuvent être mises en avant, aussi bien dans la réflexion sur l'équité salariale, sur les promotions basées sur le mérite. Vous pouvez proposer différents éléments, mais en prenant en compte bien cet aspect. Ensuite, il y a des points, on va dire, optionnels, bonus, mais qui sont appréciés. C'est d'en avoir un impact sur les jeunes, entre 18 et 35 ans, et dans les zones prioritaires. Les zones prioritaires selon ce qui est indiqué aujourd'hui par l'État tunisien et qui est indiqué, il me semble, sur l'API, par exemple. Le troisième aspect, donc sur l'impact positif qu'il faut avoir, donc je redis un aspect environnemental, au moins un impact positif, un aspect social, 2 éléments vraiment de prérequis, c'est la création d'emplois nets et l'égalité des genres, et des aspects bonus optionnels qui sont appréciés. Et le troisième, c'est sur l'aspect économique. Évidemment, l'idée n'est pas de faire on encourage, le projet Greenovi est là pour supporter le secteur privé. Le secteur privé a besoin d'être rentable et de créer des résultats concrets.
Donc, il faut être dans une réflexion de résultats. Comment vous allez aider, participer à créer des entreprises rentables, des sociétés viables, qui vont trouver aussi des solutions de financement ou qui n'en vont pas forcément en avoir besoin grâce à leur rentabilité. Donc ça, c'est un élément très important. Il ne faut pas créer un peu des coquilles vides, des entreprises qui vont faire du green, mais qui finalement ne réussissent pas à tenir la route derrière. Donc ça, c'est sur les aspects d'impact positif. Ensuite, on propose, ça c'est justement un petit peu avec les différents échanges et dans le but un peu d'avoir tout cet impact, des principes clés qu'on aimerait et qui sont recommandés, qui sont valorisés. Et donc, il faut se positionner par rapport à ces principes clés. Il ne s'agit pas obligatoirement de faire tous ces éléments ou de les respecter, mais vraiment de se positionner par rapport à ça et d'essayer d'aller dans ce sens. Donc, le premier élément, c'est le renforcement des hubs et de la collaboration. Réfléchir en approche sectorielle, en chaîne de valeur, voir aussi ce qui se fait. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la coopération internationale aujourd'hui. Donc, si vous réussissez également à faire des liens entre d'autres programmes qui sont en train d'exister, par exemple dans le textile ou par exemple dans l'artisanat, etc., qui sont en train de renforcer aussi d'une certaine manière l'entrepreneuriat vert. Le deuxième élément, c'est de voir comment vous allez travailler par rapport à l'efficacité entrepreneuriale. Là, ça reprend de toute façon directement un petit peu ce que j'ai indiqué sur l'impact économique, vraiment aider l'entrepreneur à réussir aussi à être rentable, à réussir économiquement, en aidant par exemple à l'exécution, en aidant au développement des ventes, vraiment particulièrement. Un troisième élément qui est apprécié aussi, c'est de s'adapter vraiment au contexte tunisien. Donc, de prendre en compte, par exemple, les enjeux majeurs aujourd'hui d'eau, de pollution et de déchets. C'est des enjeux qui sont vraiment très importants pour tous. La low-tech en Tunisie il y a beaucoup de choses qui existent encore. Par exemple, la réparation des meubles, pour donner un exemple. Il y en a plein d'autres. Mais il y a beaucoup de choses qui existent et qui se font en low-tech et euh, qui peuvent être rapidement, voir des résultats. Ensuite, un autre aspect important pour l'adaptation au contexte, c'est d'être sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur laquelle il faudrait réfléchir. Comment pouvoir pousser vraiment sur le terrain l'écosystème globalement. Ensuite, un troisième point un autre point par rapport aux principes clés, l'implication des acteurs. Donc ça, c'est aussi un élément important. Essayer de soutenir aussi euh, plus ceux qui ont du mérite, ceux qui ont prouvé ou qui commencent à prouver des résultats. Ça permet aussi de voir que on est en train vraiment de soutenir des entreprises qui vraiment créent du green. Et là encore, un peu dans cette réflexion que j'avais indiquée au début, d'éviter le greenwashing. Un dernier point important pour Greenovi également, c'est de voir le lien entre le support de Greenovi et comment vous allez créer de l'impact. Ensuite, il y a un troisième axe dont j'ai parlé, c'est les prérequis. Ça, c'est des éléments essentiels faut utiliser, qu'il faut mettre en place. C'est la conformité à la législation tunisienne et en particulier aux droits humains et aux droits des travailleurs. Et ensuite, éviter tout effet négatif conséquent, trop important sur un impact environnemental, en particulier sur le problème de l'eau. Tout le monde sait qu'il y a une vraie problématique sur l'eau actuellement. Donc ça, c'est des prérequis qu'il faut impérativement respecter. Le troisième point, c'est la transparence. On a vraiment voulu le mettre en avant comme un axe très important. Euh, il faut qu'il y ait une communication vraiment totalement transparente. Une absence de connaissance ou un problématique sur un impact est accepté. Il ne s'agit pas vraiment de bloquer aujourd'hui dans le programme Innover, au contraire, mais il est très important d'en faire mention. Et donc, pareil également, si vous savez qu'il va avoir un impact négatif, il faut clairement l'indiquer, l'identifier et indiquer comment vous allez travailler sur ce sujet. Si vous choisissez par exemple un secteur euh, que vous voulez défendre et supporter, par exemple des entrepreneurs dans un type de secteur, vous savez que ce secteur a certaines problématiques, mais voilà, comment vous allez travailler par rapport à cette problématique d'impact négatif. Et ensuite, utiliser aussi des déclarations vraiment très transparentes.
entre autres sur le chiffre d'affaires, par exemple. Si une entreprise parle d'un projet vert, mais que 90% de son chiffre n'est pas sur cette thématique, il est important de le mentionner. Et ensuite, voilà, ce sera un petit peu il faudra trancher derrière, mais il faut vraiment être dans cette réflexion de transparence. Et le dernier point que j'avais indiqué, c'est donc pour que tout cela fonctionne, parce que comme je vous l'ai indiqué, il y a beaucoup de flexibilité, il y a vraiment des guidelines, mais on n'a pas bloqué avec des chiffres très fixes. Il va falloir vraiment travailler ensemble dans cette réflexion et dans cette volonté d'avoir de l'impact. Euh, je le redis, je l'ai dit pas mal de fois là, en 10-15 minutes, mais la réflexion de Greenovi dès le départ, c'est vraiment de pouvoir vraiment avoir de l'impact et qui est de l'impact qui dure. Et donc pour cela, on veut que chacun puisse proposer. On a mis des guidelines qui sont importantes, mais qui permettent aussi de proposer des options. Donc il faut travailler ensemble pour cela. Il y aura une plateforme de conformité qui va vérifier le respect un petit peu justement de l'impact qu'il peut y avoir, vérifier les indicateurs, les critères techniques qui vont être proposés. Par exemple, si vous indiquez que vous allez travailler sur un type d'indicateur, euh, disons par exemple la baisse de la consommation énergétique grâce aux entreprises, ils vont vérifier que cet indicateur va être validé, pertinent par rapport au projet, au programme et par rapport à cette charte. Ensuite, on va demander un petit peu à tous les niveaux, qu'il y ait des référents impact qui vont suivre ces indicateurs. Il ne s'agit pas d'avoir des personnes qui sont dédiées à 100%. On sait que c'est difficile et que ça prend trop de temps, mais vraiment d'avoir des référents à tout niveau, aussi bien au niveau des projets que vous allez et des propositions que vous allez faire, mais aussi au niveau des bénéficiaires. Parce qu'il faut réussir à suivre cet impact et c'est un élément qui est non seulement très important en tant que pour le programme Guinovi, mais qui va être très important par la suite pour l'entrepreneur aussi, qui va lui permettre également, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, par exemple, de fonds qui investissent dans des entreprises à impact, qui va leur permettre aussi derrière de lever des fonds, de suivre également, parce qu'aujourd'hui, c'est des obligations carrément dans certaines entreprises. Et un dernier élément, voilà, comme je vous le disais, bien sûr, les référents vont suivre des indicateurs de résultats qui devront être appliqués. Voilà, donc ça, c'est les 5 axes vraiment importants qu'il faudra prendre en compte. Ensuite, le dernier point, juste sur la forme de la charte, je ne sais pas si vous y avez déjà accès, mais c'est un document assez succinct de 10 pages. On a essayé de le faire justement assez simple et rapide aussi, qu'il soit facilement utilisable. Il y a des définitions qui ont été mentionnées en début de charte pour qu'on puisse parler de la même chose quand on parle des différents sujets que vous allez trouver, des différents éléments que vous allez trouver dans la charte. Donc, euh, donc voilà, ça va permettre de faciliter un petit peu aussi la compréhension de cette charte. Vous allez trouver en fait finalement tout ce qui a été indiqué aujourd'hui, pas plus, mais plus en détail. Donc quand j'ai parlé par exemple d'action, d'adaptation au changement climatique, vous aurez un peu plus de détails sur les possibilités qu'il peut y avoir. Et donc là, je redis un élément important, c'est que voilà, la charte avait vraiment vocation de ne pas bloquer, de ne pas être trop rigide. On n'a pas mis des indicateurs bloquants aujourd'hui, mais il y a vraiment une liberté. Mais il y a des lignes directrices qu'il faut respecter et il faut, par rapport à ces lignes directrices, se positionner et indiquer justement par rapport à ces lignes directrices comment vous vous positionnez avec à ce moment-là quels indicateurs et quels chiffres vous souhaitez suivre qui vont être ensuite validés par la plateforme conformité qui vous permettra de continuer dans ce sens. Voilà un petit peu sur tous les éléments de la charte verte. Merci Nail, c'était une présentation très efficace, je trouve. On a une petite session maintenant avec d'abord quelques questions de compréhension pour que vous vous testiez vous-même par rapport au contenu qui a été présenté. C'est sous forme de quiz. Et après,
aussi du temps pour poser des questions à Neil par rapport à ce document qui est très important. Je rappelle, dans le cadre de cet appel à projet, vous devez vous positionner par rapport à ce document. Donc, ça fait partie des pièces de référence quand vous allez vouloir candidater, remplir votre formulaire de demande. On va vous poser des questions qui font référence à ce document. D'accord? Donc, par rapport au quiz, en fait, l'idée, c'est simplement d'afficher une question. On vous laisse réfléchir quelques minutes, puis ensuite, on va faire à main levée pour voir qui a choisi quel point. Et sur Internet, vous pouvez faire le jeu avec nous aussi, dans votre tête, du coup. Il y a une possibilité de le faire. Je suis plus à jour, moi. Très bien. Donc, première question. Laquelle de ces réponses n'a pas été formulée pour évaluer un impact environnemental positif? L'intégralité du cycle de vie du produit ou service, une communication verte de l'entreprise, l'évolution entre l'état antérieur et l'état actuel, et 4, l'amélioration par rapport aux normes du marché. Donc, bon. Dans la tête. Vous étiez les genres d'élèves à répondre comme ça. Ok, on voit les profils là. Donc, il y a un certain nombre de points qui ont été mentionnés par Neil qui peuvent servir d'outils d'évaluation concernant les impacts environnementaux positifs. Et ici, on a 4 propositions, dont une n'est pas correcte. Alors, qui a choisi le point 1? Personne. Qui a choisi le point 3? Qui a choisi le point 4? Alors, c'était le point... Neil? Oui, c'était le point 2, une C'était le point communication 2. verte de l'entreprise. Est-ce que tu peux commenter cette question? Oui, donc la communication verte de l'entreprise, c'est quelque chose qui est apprécié, qui est importante pour les entreprises, mais cela ne nous donne pas des éléments tangibles pour voir l'impact environnemental et enfin l'impact vert globalement du projet. Merci. Bravo à tous. OK. Question suivante. Quels impacts sociaux sont nécessairement attendus et lesquels sont encouragés? Donc, il y a une différence entre nécessairement attendu, c'est-à-dire obligatoire, et encouragé, c'est-à-dire c'est des points de bonification. Premier point, une création d'emplois net, créer plus d'emplois que l'on n'en détruit. Deuxième point, création d'emplois pour les jeunes. Troisième point, promotion de l'égalité de genre. Quatrième point, création d'emplois dans des zones prioritaires. Donc ici, on vous demande de trier ces points en 2 catégories, ceux qui sont nécessairement attendus et ceux qui sont optionnels et encouragés. Une petite minute de réflexion. Alors, le 1, est-ce qu'il est nécessairement attendu ou encouragé? Nécessairement attendu. Le 2, création d'emplois pour les jeunes. Encouragé. Nécessairement attendu ou encouragé? Ok, qui pense nécessairement attendu? Qui pense encouragé? Promotion d'égalité de genre. Nécessairement attendu ou encouragé? Nécessairement attendu? Création d'emplois dans les zones prioritaires. Nécessaire ou encouragé? Qui pense nécessaire? Qui pense encouragé? Ok, à toi la parole, Neil, pour les bonnes réponses. Donc, pour l'impact social, je vous rappelle qu'il y a 3 types d'impacts qui sont attendus, l'impact environnemental, l'impact social et l'impact économique. Sur l'impact social, il y a 2 qui sont nécessaires, c'est la création d'emplois nets et la promotion de l'égalité des genres. Donc ça, c'est nécessairement attendu dans votre proposition. Pour l'emploi des jeunes et l'emploi dans les zones prioritaires, c'est quelque chose qui est apprécié et encouragé, mais qui n'est pas éliminatoire et n'est pas obligatoire. Je te remercie. Question suivante. Peut-on avoir un effet négatif
sur l'environnement. Ici, par peut-on, tu veux dire, est-ce que c'est accepté dans le cadre du dossier? C'est-à-dire, est-ce qu'un dossier qui a un effet négatif sur l'environnement serait accepté? C'est ça, Naïl? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que lorsqu'on va proposer un programme, s'il y a un effet négatif d'une partie, je sais pas, de l'industrie dans laquelle on veut supporter, est-ce que ça peut être accepté? Non. Là, c'est oui ou non? Oui, C'est la transparence. D'accord. Alors, qui pense oui? Qui pense non? On a 50-50 là. C'est Ça dépend de l'effet. Peut-être qu'on va voir la réponse. c'est vrai que là, c'est une question un petit peu piège. C'est pour ça que je l'ai un peu mise pour vraiment avoir en tête la transparence, le sujet vraiment de la transparence. Je l'ai indiqué un petit peu dans la présentation. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un effet négatif trop important. On l'a indiqué, donc on a indiqué un trop conséquent, trop important, un effet négatif sur l'environnement. Si on reprend les 6 points qu'on avait indiqués dans les impacts environnementaux. Ceci dit, si vous faites le choix, par exemple, d'aller sur une industrie qui, d'une certaine partie de son industrie, a un effet négatif aujourd'hui actuel, mais que vous allez travailler sur différents aspects pour le rendre plus vert sur d'autres aspects, cela n'est pas éliminatoire. Mais il faut être clair. Plus vous avez les éléments, plus il faut l'indiquer et montrer comment vous travaillez ou pourquoi ce point ne peut pas être travaillé, mais que globalement, il va y avoir différentes améliorations qui vont concerner tous les autres sujets. Voilà. C'est pour ça que oui, je comprends qu'il y ait du 50-50 parce qu'elle était un petit peu, elle était un petit peu piégeuse, cette question volontairement. Merci, Naïl. Alors, on a quelques minutes pour des questions, si vous en avez, par rapport au document et à la présentation de Naïl. Est-ce que vous avez des questions? Et de même, pour les personnes qui sont en ligne, on vous salue et on vous encourage à poser vos questions par écrit et on les traitera. Ici, on a des personnes qui suivent les commentaires. On profite de la présence de Naïl pour poser des questions. Oui, Bonjour. bonjour. Alors, ma question concerne la plateforme de conformité. Oui. Comment est-ce qu'on va pouvoir accéder par la suite à cette plateforme? Est-ce que ça sera une sorte de mot de passe, login, etc.? Tu as entendu la question, Naïl? Oui, concernant la plateforme, il s'agit plutôt d'une sorte de comité. Pour son organisation, il va y avoir l'équipe du CITED et d'Expertise France. Et pour son fonctionnement, c'est peut-être Marion qui peut donner plus d'indications ou peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. D'accord. Donc Marion là s'est absentée un instant, donc elle D'accord, peut-être qu'à son retour elle d'accord. prendra la question. Donc voilà, donc c'est une sorte de, plutôt une comité. Il va pas avoir de lien où il va falloir, où vous pourrez, je sais pas, vous accéder, connecter. C'est une sorte de comité qui va vérifier qu'il va avoir que ça corresponde bien, que ce soit assez green, que ça corresponde avec la charte. Il y aura au moins Expertise France et le CITED dans cette comité plateforme, slash plateforme. Merci, merci. Par rapport à l'impact économique, si vous voulez me donner un peu plus de détails sur l'aspect formation et le fait d'aider les entreprises à changer quelque chose, à faire quelque chose. Oui, donc sur l'aspect impact, donc impact économique, l'idée en fait qu'on a eu aussi, qu'on a eu avec les différents échanges, c'est qu'on veut éviter qu'il y ait créer des entreprises, par exemple, qui derrière ne puissent pas exister, par exemple, parce qu'elles ne trouvent pas de solution de rentabilité ou qui ne vont pas trouver des clients. Donc, pour des exemples de choses qui peuvent être appréciées, c'est que dans votre fonctionnement, vous les aidiez à trouver les premiers clients ou que vous ayez travaillé sur un modèle qui leur permette d'être assez rapidement rentable ou que vous ayez trouvé d'autres financements qui vont ou des partenariats avec d'autres financeurs qui vont leur permettre derrière de lancer certains d'autres produits ou de participer à leur fonctionnement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, comme je disais, c'est d'éviter le piège d'avoir des entreprises vertes mais qui derrière ne fonctionnent pas et derrière du coup si elles ne fonctionnent pas économiquement, elles n'auront évidemment pas
d'impact environnemental et social. Est-ce que c'est clair ou... C'est bon par rapport à la réponse? Merci. Une question. Oui. En tant qu'association, comment on pourrait être positionné sur ce type d'appel à projet? Alors, je vais prendre votre question et la mettre de côté parce qu'on va justement répondre à ça dans la session suivante. Là, on essaie de se focaliser sur la charte verte avec Naël. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne peut-être? Passer à la charte verte. Oui. Par rapport à la question des référents, en fait, il y a Oui. des critères à respecter, est-ce qu'il y a, et après, comment se passe leur implication? Donc, il a parlé tout à l'heure, il a dit que ce n'était pas à temps plein, mais du coup, quelles sont les modalités d'implication des référents? Est-ce qu'il y a des critères particuliers dans leur choix? Mais tu peux nous en dire un peu plus sur les référents? Oui, donc sur les référents, l'idée, c'est de pouvoir trouver toujours dans les structures, dans votre structure, mais également derrière chez les bénéficiaires, quelqu'un qui peut vraiment suivre les critères d'impact et qui peut vraiment défendre suivre vraiment l'impact qu'il va avoir environnemental et social. Idéalement, si le référent a un background qui lui permet d'être plus efficace par rapport à cela, c'est apprécié. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Donc, à vous de proposer dans votre structure et également, c'est également pour vous faire penser qu'au-delà un petit peu peut-être de ce que vous avez vécu dans d'autres programmes, là, il va y avoir quelqu'un qui va devoir suivre les critères et les éléments d'impact environnementaux et sociaux que vous allez indiquer. Donc à vous de réfléchir, c'est assez ouvert. Comme l'a dit Neil tout à l'heure, ce sont des pistes de réflexion, c'est un cadre général. Après, les modalités exactes d'implémentation de tout cela dans vos projets et dans vos structures, c'est bien sûr, c'est au cas par cas. Oui, vous pourrez le proposer en fait, vous pourrez faire vos propositions, ce n'est pas bloquant, on ne va pas demander, je ne sais pas, quelqu'un qui a un master en environnement dans chaque équipe, par exemple. C'est clair, merci. D'autres questions peut-être sur ce document important pour l'appel? Très bien. Neil, tu restes avec nous pour la suite. Oui, je peux. Alors, on avait prévu une pause, mais moi, personnellement, je n'ai pas besoin de pause. Alors, je ne veux pas imposer mon agenda à tout le monde. Si vous voulez peut-être prendre un café, la pause est libre, en fait. Sinon, vous pouvez vous lever quand vous voulez pour prendre le café. Moi, je vous proposerai peut-être d'enchaîner avec la session suivante. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Très bien. Donc, cette session, elle concerne le règlement de l'appel à projet, le passage de revue commenté des questions du document que vous aurez à compléter pour pouvoir postuler. Hop, je suis à la fin. Alors, il s'agit d'un appel à projet restreint. Est-ce que vous êtes familier avec cette terminologie? Dans le cadre, je vais prendre un exemple. Dans le cadre d'Innovi, on vous demandait de soumissionner, quand vous voulez postuler à une subvention, vous soumissionnez en même temps une note succincte et un dossier complet, en même temps. C'était un package, donc il fallait écrire 60 pages. Pas toujours. Ce que je connais moi d'Innovi, c'était ça. Mais tant mieux, ce n'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, finalement, ne seront invités à compléter le dossier complet que les candidats qui ont été présélectionnés sur la base du dossier simplifié ou de la note succincte. D'accord? Donc, c'est en 2 temps. Vous envoyez une note succincte, il y a une évaluation. Les meilleurs sont retenus, sont invités à candidater une 2e fois avec un dossier complet. Il y a une autre évaluation et en bout de chaîne, on choisit les organisations qui seront financées. OK? L'éligibilité, par contre, elle est évaluée dès maintenant. Donc, vous n'allez bien sûr pas être invité à envoyer le dossier complet si vous êtes considéré comme non éligible dans les étapes amont. Vous avez des déclarations et des documents à compléter dans le document qui vous engagent en fait à avoir vérifié que vous êtes éligible. D'accord? L'objectif de l'appel. Soutenir des programmes d'accompagnement technique et financier pour le renforcement de l'éco-entrepreneuriat en Tunisie, pour favoriser la protection de l'environnement, l'ancrage territorial, la durabilité, la sobriété et l'entrepreneuriat social et solidaire. On est comme ça, on est comme ça. Pardon?
C'est 3 ans, c'est un autre. 3 en 1, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un beau package. Après, personne ne peut être contre aucune de ces dimensions, évidemment. Donc, ici, c'est un ensemble de mots-clés qu'il faut se réapproprier et par rapport auxquels il faut être positionné. C'est exactement comme dans les principes qui sont mentionnés dans la charte verte, c'est-à-dire que vous devez vous réapproprier tout ce langage et le comprendre à votre manière et le décliner en action et en intervention par rapport à vos moyens, à vos forces, à votre positionnement dans votre écosystème. D'accord? Qui est concerné? Je sais qu'il y a eu déjà une info session, il y a eu pas mal de questions. Donc, ici, c'est un appel pour les structures d'accompagnement. Ce n'est pas un appel pour les entreprises vertes ou les startups. D'accord? Donc, j'espère qu'à ce stade du processus, c'est plus vraiment une surprise pour personne. Mais si vous êtes vous-même entrepreneur, porteur de projet entrepreneurial, c'est pas un appel pour vous. Par contre, si vous gérez des structures qui accompagnent les entrepreneurs, c'est un appel pour vous. D'accord? Donc, il faut être une personne morale, il faut être sans but lucratif, ou alors vous pouvez avoir été créé à but lucratif, mais il faut que vous ayez conscience que vous ne pourrez pas faire de marge bénéficiaire sur la subvention. D'accord? Donc, en fait, en d'autres termes, c'est à prix coûtant. Si l'ensemble des activités que vous avez mentionnées vous coûte 1000, vous devez demander une subvention de 1000. Vous ne pouvez pas demander une subvention de 1200 et avoir une différence. D'accord? Donc, c'est ça ce que ça veut dire ne pas faire de marge bénéficiaire. Donc, c'est pour les ONG, des entreprises publiques, EPNA, opérateurs du secteur public qui ont une autonomie de gestion. Est-ce que ici, dans la salle ou en ligne, il y a des personnes qui représentent des structures du secteur public? Non. D'accord. Mais sachez que dans le groupe en ligne, oui. Ouais, dans le chat en ligne. Livy, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions qui sont pertinentes en ligne. D'accord. Donc bon, il n'y a personne dans la salle qui représente le public, mais c'était théoriquement possible pour une structure publique de candidater. Oui. Startup nouvellement créée en décembre avec un produit et process vert peut participer à ce programme. Structure privée incubateur. Structure privée incubateur, oui. Startup nouvellement créée. Si vous portez vous-même un produit et un projet entrepreneurial, comme on vient de le dire, ce n'est pas l'appel ne vous est pas directement destiné. Il est destiné aux structures intermédiaires qui encadrent et appuient et soutiennent les entreprises. Donc, en fait, ça vous est destiné, mais indirectement. Donc, il faudra attendre un petit peu, le temps que se mettent en place les projets soutenus pour avoir des opportunités en tant qu'entrepreneur. Légalement créé et établi en Tunisie au moment de la date de publication de l'appel. Donc, même si vous êtes un incubateur ou une structure de soutien, mais qui a été créé récemment cette année, vous êtes éligible. D'accord? Être directement chargé de la préparation et de la gestion de l'action avec les partenaires et ne pas agir en tant qu'intermédiaire. Donc, ça veut dire que en fait, il ne faut pas que vous ayez confié à une tierce partie le design de l'activité. Il faut que vous-même, vous et votre équipe, vous ayez travaillé sur la conception et ensuite la mise en œuvre de l'activité. Ou alors, vous ne pouvez pas postuler au nom d'une autre organisation. Vous postulez pour vous. Démontrer une compétence technique à mettre en place le projet proposé en fournissant une description des activités de l'organisation et une présentation des expériences à indiquer dans le formulaire de demande. Alors ici, c'est intéressant. Ça veut dire que l'équipe Greenovi a décidé de mettre en critère d'éligibilité votre compétence technique. Ça peut être parfois dans d'autres appels, c'est un critère d'évaluation. Là, c'est un critère d'éligibilité, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à démontrer que vous êtes techniquement compétent pour mettre en place cette activité, vous êtes considéré comme inéligible. Inéligible, ça veut dire que même si votre dossier est excellent, vous ne passez pas. D'accord? Donc, oui, est-ce qu'il y a des questions ici? Vous démontrez ce que vous avez fait avant, vos expériences, les compétences qui sont présentes dans l'équipe, etc. Mais avant, en fait, avant, vous avez dit que vous n'avez pas, vous pouvez ne pas avoir un master dans ce type de projet ou ne pas travailler déjà dans ce type de projet et quand même, ça peut passer. En fait, ici, ce qu'on vous demande, une description des activités de l'organisation. Donc, vous, en tant qu'organisation, vous n'allez pas postuler en tant que personne physique, vous allez postuler en tant que personne morale. C'est une organisation qui s'appelle A. Cette organisation A, qu'est-ce qu'elle a fait avant? Quelles sont ses forces? Quels sont les éléments qui la composent? Ses références, etc., qui démontrent que cette organisation A peut mettre en place le projet en question. C'est pas le master du directeur ou de la directrice qui
qui est la seule pièce suffisante. Et puis là, je peux rajouter un petit élément. Ce que Neil disait en présentant la charte verte, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un master d'environnement. Donc, pas besoin forcément de compétences techniques dans l'environnement. Merci beaucoup, Nessine, d'avoir précisé, donc évidemment que c'est pas une personne physique, etc. L'évaluation de votre capacité technique, en fait, c'est vraiment de voir ce que vous avez fait comme activité avant, aussi de la volonté et puis de la transparence, en fait, qui nous est particulièrement important pour nous. Je vais prendre un exemple très caricatural, mais si vous êtes une société qui fait pétrole et ou alors vraiment s'il y a une vraie démarche, mais voilà, on veut regarder la volonté, la motivation et effectivement, en fait, voir ce que vous avez pu faire avant comme activité et aussi capacité technique. C'est quand même, on n'a pas encore rentré dans le détail, mais on l'avait annoncé durant les sessions d'information, les montants des subventions sont assez élevés. On veut aussi, c'est quand même entre 200 000 et 400 000 euros. Vérifier que vous êtes une organisation qui est en capacité de gérer autant d'argent. Tout simplement pour, en fait, à la fois nous, pour être sûr que ces montants seront utilisés de façon pertinente, et aussi vous, pour la redevabilité par la suite, de ne pas vous mettre dans une situation difficile, parce que ce n'est pas des montants qui sont forcément gérables par des organisations qui ne sont pas forcément prêtes pour ça. Est-ce que c'est clair ici? Donc, c'est à vous de démontrer ce point. Voilà. Oui. Et en fait, parfois, la compétence technique, ça peut être juste une ressource humaine qui a été recrutée, par exemple. Donc, l'organisation, elle n'a peut-être pas cette compétence technique depuis très longtemps, mais si elle a recruté des ressources humaines qui ont cette compétence technique, qui l'ont eu dans d'autres organisations, dans d'autres contextes organisationnels, est-ce que c'est possible quand même de mentionner à ce moment-là de le spécifier par compétence individuelle et pas forcément quelque chose d'historique dans l'organisation? Je pense que c'est une bonne remarque. Après, nous, on ne veut pas rentrer dans, comme on l'a dit en introduction, on ne veut pas rentrer dans le commentaire cas par cas. Je dirais que le cas général, c'est à vous de démontrer que vous êtes en capacité de mettre en œuvre le projet. Et je pense que c'est quelque chose de bon sens, en fait. Voilà. Donc, si c'est ce type d'argument que vous pouvez déployer, vous déployez ce type d'argument. Moi, je ne peux pas préjuger que oui ou non, ça passera dans ce cas-là, mais il suffit de se mettre à la place de Greenovi. Ils vont chercher à financer des structures qui sont pleinement capables de réussir sur… voilà, c'est assez logique à ce niveau-là. Oui. Peut-être juste un dernier point, comme Nessine le mentionnait, donc ça c'est dans les critères d'éligibilité. Après, il y aura évidemment l'évaluation du dossier. Nous, c'est pas du tout notre volonté de se dire qu'on analyse uniquement les très grosses organisations. C'est pas une question de volume ou d'échelle qu'on va forcément regarder, mais voilà, de voir que dans le dossier il y a une volonté de présenter la capacité technique de l'organisation à mettre en œuvre les activités. Et évidemment, ensuite, il y a tous les critères de sélection et du dossier, etc. Mais on est un peu sur le critère de volume, hein, pour gérer l'argent. Un petit peu pour on est un petit peu sur ça. C'est vrai, uniquement pour les montants, oui. Mais après, ça peut être aussi une façon de démontrer que je sais pas, faut pas que je rentre dans le détail, mais on peut… Si je peux me permettre, Ouais. c'est aussi ce qu'on évoquait pendant la session d'information, c'est-à-dire que si vous savez que vous êtes une structure, une plus petite structure, etc., c'est peut-être pas la peine d'aller taper les 400 000, les 400 000 euros. Bah, ça fait aussi partie, ça joue dans notre jugement. Voilà, très bien. C'était un point. Oui, monsieur. C'est cette phase-là, c'est le phase de succinct, on doit voter tout ça. On va regarder en détail les documents à soumissionner pour la note succincte et vous verrez ce point-là. Vous pouvez postuler en partenariat, y compris avec des structures étrangères. Si c'est ce que vous vouliez faire, hein. C'est pas du tout. Je pense pas que ce soit spécialement encouragé ou découragé. Il y a des conditions particulières si vous postulez avec une structure étrangère, notamment des montants de cofinancement demandés, comment ça augmente, etc. Mais c'est pas impossible. Voilà. C'est handicapant, par contre, par rapport à les proportions, avec les 90, 60. On va en parler justement, voilà. Ouais. Alors, ici, c'est le point du cofinancement. Alors, on a choisi de revenir dessus, même si ça a été présenté en session d'information, parce que c'est toujours un point qui est très important à comprendre et qui pose question. Donc, le cas général, c'est que
le cofinancement est exigé. Donc, vous ne pouvez pas demander 100% du budget exclusivement à le faire porter sur Greenovi. D'accord? Donc, au minimum, Greenovi soutiendra 50% de la valeur de l'action. Au maximum, elle soutiendra 90%, sauf si vous avez des partenaires qui sont établis à l'étranger. Dans ce cas-là, Greenovi soutiendra un maximum de 75%. L'idée, c'est que si vous avez des partenaires qui sont, est-ce que c'est pénalisant, pas pénalisant, ça se discute, mais s'il y a des partenaires qui sont basés à l'étranger, l'idée, c'est qu'ils amènent un peu plus de cofinancement avec eux. Voilà. Je pense qu'on ne va pas débattre le pour et le contre cette approche, c'est comme ça. Donc, si c'est votre cas, tenez-en compte. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez aller jusqu'à 90% de demandes sur le document, sur le projet Greenovi. Par contre, vous ne pouvez pas, ça aussi c'est une règle un peu importante quand même, c'est que ce cofinancement ne peut pas venir de la même source, sachant que la source, c'est l'appui de l'Union européenne en Tunisie ou d'autres projets d'Expertise France. Donc, il faut que, si vous levez un cofinancement, il faut que ce soit sur d'autres sources que des sources Union européenne ou des projets Expertise France. Voilà. Les apports en nature ne sont pas acceptés pour pouvoir comptabiliser. C'est-à-dire que le cofinancement doit être en cash. Okay, vous ne pouvez pas valoriser des ressources préexistantes en disant ça vaut tant et donc du coup c'est mon apport. Il faut que l'apport soit en cash. OK? Très bien. Alors il y a un autre point que moi personnellement j'ai soulevé dans le règlement de l'appel à projet parce qu'il m'a paru important. Peut-être qu'il est... Est-ce qu'on peut postuler dans 2 gouvernorats pour la même association? Oui, je pense que c'est pas la couverture géographique, elle peut couvrir jusqu'à l'ensemble du pays. Alors, dans ce qu'on va vous demander de concevoir comme projet, il y a une partie qui doit concerner le soutien financier à des tiers. Donc, vous devez, dans le cadre de l'action que vous allez monter et développer, vous devez apporter un financement à des structures autres que vous-même. Donc, vous devez en gros faire de la subvention en cascade ou du soutien financier à d'autres organisations. OK? Donc, on vous demande de monter un programme d'accompagnement. Dans ce programme d'accompagnement, on vous demande de prévoir des budgets pour des structures tierces. C'est au minimum 50% du coût de l'action. Donc, on prend un cas. Si vous avez une action qui est à 1 million de dinars, vous devez donner au minimum 500 000 dinars à des organisations tierces. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important dans le budget total de ce que vous allez prévoir. Au maximum, 70%. Donc, en d'autres termes, le financement à des organisations tierces doit être compris entre 50 et 70% de votre budget. Okay, ce qui est assez logique parce qu'en fait, c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Le reste, organiser des formations, faire des rencontres, des colloques, je ne sais pas quoi, enfin tout ce que vous allez pouvoir imaginer, c'est pas très très coûteux généralement. Ce qui est très coûteux, c'est de soutenir 10 startups dans le développement de leur prototypage ou je ne sais pas quoi. Le maximum par organisation, c'est 20 000 euros. Donc, tenez compte de tous ces éléments. Ça, c'est des données qui vous sont données par Greenovi dans le cadre du règlement de l'appel. Vous les prenez telles quelles et vous appliquez ça dans votre design. OK? Donc, ensuite, pas au niveau de la note conceptuelle, mais au niveau du dossier complet, vous allez devoir expliquer exactement comment vous allez identifier les structures qui vont bénéficier de ce financement, quelles sont les règles du jeu, etc., etc. Il ne s'agit pas, évidemment, de dire de manquer de transparence. On a vu la valeur transparence avec Naïl tout à l'heure. Vous allez devoir gérer ça professionnellement, c'est-à-dire de manière complètement transparente et claire pour vos parties prenantes, dont notamment le projet Greenovi. Les catégories d'organisations éligibles au soutien financier à des tiers sont des éco-entreprises tunisiennes. Donc, vous allez, en d'autres termes, devoir financer un certain nombre d'éco-entreprises tunisiennes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet aspect-là qui est très très important budgétairement dans votre design? Il y a un autre point. Le soutien financier à des tiers ne peut pas être l'objectif principal de l'action. Alors, c'est la ligne budgétaire principale, mais ce n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif qui est
alignés avec les objectifs et les principes de la charte verte. Le but de votre projet, ça ne peut pas être tout simplement de distribuer de l'argent à des éco-entreprises. Ça, c'est un moyen pour atteindre un autre but qui est supérieur. C'est ça ce que ce point veut dire. Je l'ai souligné parce que moi, à la première lecture, j'ai mis, il a fallu que je lise 2 fois. Mais bon, ça, c'est moi, parfois, je suis un peu lent. C'est clair, monsieur? Alors, les partenaires peuvent avoir des lignes budgétaires. En gros, ils peuvent faire peser sur le budget les coûts liés à leurs activités. Mais les partenaires, ils sont avec vous pour mettre en œuvre l'action. Donc, par exemple, on peut s'associer, vous et moi. Moi, je suis un incubateur. Vous êtes, je sais pas, une structure qui est spécialisée dans quelque chose de très spécifique. On s'associe ensemble pour délivrer des services à des éco-entreprises. Et c'est les éco-entreprises qui vont être subventionnées. Mais je ne vais pas subventionner mon partenaire. Mon partenaire, il vient avec moi sur le budget et il me dit, moi, j'ai tel coût, tel coût, tel coût. Et on les liste sur le budget. Est-ce que c'est... Ce sont des personnes morales. Ce sont des personnes morales, des éco-entreprises tunisiennes. Donc, la subvention qu'on vous demande de réaliser vise les éco-entreprises tunisiennes. Vous pouvez vous associer avec des partenaires pour fournir un ensemble de services, un package, où moi j'ai mes forces, vous avez vos forces, on se met ensemble pour monter un dossier convaincant, et on va délivrer un package de services à des éco-entreprises tunisiennes. Parmi les services qu'on va déployer, c'est le financement, et donc on a des ressources à proposer, concrètes. Ça, c'est le type d'activité que vous allez le type de service que vous allez fournir aux éco-entreprises. Mais dans le package d'activités, vous allez aussi proposer un financement. Oui. Des jeunes qui vont être formés pour créer leur entreprise. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, c'est à vous de décrire votre projet et ce que vous voulez faire. Mais surtout, on vous demande vraiment d'être très très clair par rapport à ces modalités d'attribution et de sélection. Et encore une fois, moi, je fais un zoom sur certaines parties des lignes directrices. Bien sûr, le meilleur conseil que je puisse vous donner à tous et à toutes pour réussir, c'est de relire les lignes directrices, pointer, surligner, etc. Vous avez jusqu'à quand pour poser des questions? Au 9 janvier. Ok. Donc, vous avez encore presque un mois pour poser des questions. Sachant que les questions ne peuvent pas être spécifiques. C'est des questions de compréhension par rapport au contenu. Voilà. C'est pas est-ce que mon projet est une bonne idée? Pour les artisans de la communauté, si on veut développer avec eux un réseau de durable, est-ce que ce serait faisable et dans quelle catégorie c'est sur les 20 000 maximum ou comment? Alors, je vais revenir par rapport aux règles du jeu d'aujourd'hui, donc je ne veux pas commenter votre idée en particulier, juste les 20 000 doivent financer des éco-entreprises et ça doit représenter entre 50 et 70% de votre budget, ce qui veut dire que vous avez entre 50 et 30% du budget pour faire d'autres choses. D'accord? Donc, ces autres choses peuvent peut-être inclure ce genre de service-là, si c'est ce que vous souhaitez faire, c'est ce qui est la bonne chose à faire selon vous par rapport à votre analyse du contexte. Les éco-entreprises doivent être déjà créées ou bien on peut être le résultat du projet. Est-ce que c'est spécifié dans le règlement d'appel à projet? Dans les objectifs, c'est... D'accord. On va revenir par rapport aux objectifs de l'appel à projet. Peut-être que vous trouverez la réponse à ce moment-là. Sinon, n'hésitez pas à poser cette question aussi par écrit pour avoir une réponse formelle. Moi, je ne peux que commenter ce qui est déjà présent comme élément. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, peut-être, Lily? Non, très bien. En ligne, ils ont tout compris. Parfait. Alors maintenant, la prochaine section de ma présentation concerne le formulaire lui-même. Donc là, on vient de parler pendant un quart d'heure, 20 minutes de la règle du jeu. Maintenant, le jeu. Alors, la méthodologie qu'on va utiliser dans cette présentation, c'est simplement de copier-coller les différentes sections du formulaire, les afficher et les commenter ensemble. Donc, le formulaire, il commence comme ça, avec un tableau qu'on vous demande de compléter. Moi, mon conseil, c'est de le compléter à la fin, puisque c'est le tableau qui résume tout. Donc, c'est dur de commencer par le résumé avant d'avoir fait le contenu.
Donc, il y a plein de points. Les points qui n'appellent pas de commentaires, je ne vais pas les commenter. Donc, bon, vous donnez un titre, vous expliquez où est-ce que vous allez travailler, combien de temps va durer l'action, combien ça va coûter, de ce combien ça va coûter, combien vous demandez à Expertise France, sachant que ce combien vous demandez à Expertise France doit être compris entre combien, quel pourcentage et quel pourcentage. Entre 50. Entre 50 et 90%. Les objectifs déclinés en objectifs global et objectifs spécifiques. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Qui maîtrise parfaitement toute cette terminologie, objectif global, objectif spécifique, résultat, impact, etc. Vous inquiétez pas. Si vous levez la main, je ne vais pas poser de questions pièges, hein, mais qui l'a déjà vu X fois dans des... Ok, environ la moitié l'ont déjà vu souvent et la moitié pas. Bon, en fait, c'est le langage de ce domaine. Donc, ce domaine des bailleurs de fonds, des projets de coopération, etc., en particulier Union européenne, utilise cette manière-là, cette méthodologie-là pour analyser et décrire les interventions. C'est pas la seule et elle n'est pas absolument parfaite. On en parlait tout à l'heure. Il y a des défauts dans cette manière de faire, mais c'est ce qui est demandé. Ok. Et moi, j'anticipe un peu sur mon contenu, mais mon conseil, c'est de ne pas vous bloquer à la technicité des choses. C'est de partir réellement d'une approche sincère par rapport à votre engagement, votre mission, votre vision, vos valeurs en tant qu'organisation, vos points forts, votre analyse de votre environnement, et essayer de mettre ça sur papier de la manière la plus claire et la plus convaincante possible par rapport aux évaluateurs. C'est pas, je suis le roi de la formulation d'objectif général, j'ai pris 14 consultants pour formuler mon truc. C'est pas ça. C'est qui on est, nous, comme organisation, quelles sont les valeurs qu'on porte, comment on a compris cette charte verte, comment on comprend Greenovi. Est-ce que nous, on atterrit sur le domaine aujourd'hui ou est-ce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus, on sait ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est assez différent et c'est aussi pour se déstresser par rapport à ces formations, on répète pour mille fois, objectif général, ça se formule comme ci, comme ça. C'est vrai, mais c'est surtout vous, qu'est-ce que vous portez comme valeur, comme engagement, comme organisation. Et qu'est-ce que vous pouvez faire comme différence pour les éco-entreprises. Et là, je parle avec le cœur parce que moi aussi, je suis hyper touché par ce sujet. Et je crois que tout le monde maintenant. Et donc, il faut qu'on y arrive, quoi. Il faut qu'on réussisse à faire transitionner la Tunisie. Il faut qu'on construise un avenir durable pour nos enfants. Sinon, on est foutu. Bref, je reviens à ça. Donc ici, vous commencez votre dossier avec une fiche synthétique et je vous conseille de la compléter en fin de démarche. Donc les mots-clés. Objectif général. Ça porte sur un sujet global, ça concerne le projet dans son ensemble. Votre projet va contribuer à l'atteindre, mais n'est qu'une partie du puzzle. Et ici, peut-être une astuce, c'est de reprendre les terminologies qui sont employées par Greenovi dans leur appel. Okay. Objectif spécifique, c'est les axes pour atteindre l'objectif général. Dans la démarche actuelle d'Expertise France, on recommande d'utiliser qu'un seul objectif spécifique. Contrairement peut-être à d'autres formations que vous avez vues où on vous en demande plusieurs. Ici, c'est un objectif spécifique et éventuellement deux si c'est votre projet vraiment très complexe. Donc, c'est votre manière. Je ne sais pas si vous connaissez vision, mission pour une organisation. C'est un peu ça. C'est en général quelle différence je veux faire et en particulier comment je vais attaquer le sujet. Groupe cible, donc on fait une distinction entre groupe cible et bénéficiaires finaux. Les groupes cibles, c'est les entités avec lesquelles on va travailler directement dans le cadre du projet. Les bénéficiaires finaux, c'est les personnes qui vont bénéficier du changement à long terme. Donc, je prends un exemple. Si on est dans le domaine de l'éducation, mon objectif général, c'est de faire monter le niveau en mathématiques des élèves tunisiens. Je vais travailler dans le cadre de mon projet avec les professeurs en mathématiques. C'est mon groupe cible. Je vais peut-être les engager dans les nouvelles démarches pédagogiques, etc. Mais mes bénéficiaires finaux, c'est les élèves. Mon impact, mon changement, il vise les élèves. Donc, je passe par les professeurs pour toucher les élèves. D'accord? Ça, c'est un exemple donc, groupe cible, professeurs, bénéficiaires finaux, élèves. Produit escompté, c'est ce que vous allez produire directement à travers votre intervention. Donc, vous connaissez la chaîne de résultats.
On fait des activités pour générer des produits qui vont générer des effets, qui vont générer un impact. Donc, le plus bas niveau, c'est les activités qui génèrent des produits. OK. La prochaine section de la note succincte, c'est la description de l'action. Encore une fois, hein, ici, vous avez 7 sous-questions. Ça, c'est le copier-coller du formulaire. Donc, en réalité, en situation réelle, vous allez devoir, quand vous allez ouvrir le formulaire de candidature, vous allez trouver ça. Okay. Donc, on vous demande de répondre à 7 sous-questions en 2 pages. Donc, il faut être assez fort en synthèse. Donc, moi, ma recommandation, c'est de répondre sur plus de textes et après de synthétiser. C'est très dur d'être tout de suite synthétique. Il vaut mieux déployer ses idées, développer, et après, essayer de tout faire tenir en 2 pages. Donc, on vous demande d'exposer le contexte et mentionner toute étude ou analyse spécifique qui peuvent étayer la conception. Ici, vous allez devoir expliquer dans quel contexte spécifique votre projet s'inscrit. Et pour décrire un contexte, on utilise des données statistiques, on utilise des rapports précédents, etc., etc. Donc, vous allez devoir décrire votre sous-secteur. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a pris l'exemple de l'artisanat. Je ne dis pas que c'est un bon sous-secteur, mais il faut être capable de décrire comment est caractérisé le secteur de l'artisanat aujourd'hui en Tunisie. Et pourquoi mon intervention est importante par rapport à ce secteur-là aujourd'hui. Et si c'est une innovation, c'est une première, donc, il n'y a pas vraiment d'études sur ça. Comment... Au moins, il faut le dire. C'est-à-dire, dites-le. Notre contexte est caractérisé par un manque de données, il n'y a pas eu d'études, c'est tout nouveau, on est les premiers à se positionner. C'est pour ça que dans notre projet, on propose une partie analyse conséquente et on va produire de la connaissance et on va communiquer avec nos parties prenantes. Là, je développe comme ça dans un contexte X, quoi. Donc, mais tout doit être, et en fait, c'est du raisonnement, du bon sens et de l'argumentation pour se distinguer parce que vous êtes en compétition. On propose jusqu'à 400 000 € de financement, c'est sérieux quand même. Donc, il y a vous, mais il y en a 15 autres qui essayent de décrocher ce financement. Donc, comment je vais faire la différence? Par la clarté, l'enchaînement de mes idées, et voilà. Donc, les objectifs, on en a parlé tout à l'heure. Les groupes de parties prenantes, donc vous connaissez les parties prenantes, c'est les personnes, les groupes, les organisations qui sont susceptibles d'affecter le projet ou d'être affectés par lui. Donc, il peut y en avoir une infinité. Souvent, dans la liste des parties prenantes, on se perd, on liste tout et tout le monde. Mais là, essayez de vous concentrer sur les parties prenantes les plus importantes. Donc, quelles sont les autres organisations qui travaillent sur ce sujet dans ma région? Quelles sont les organisations étatiques, privées, sociétés civiles, bailleurs de fonds, etc., etc. On va les mentionner. Oui, décrivez les principaux groupes de parties prenantes. On peut les décrire sans que nous, on a déjà un contact avec eux. Par exemple, nous, on n'a pas de contact. Mais on pourrait le faire au futur avec ce type de financement. Mais réellement, nous, on n'a pas ce contact. On n'a pas le temps d'avoir de faire des millions de travail. On peut juste décrire. Décrivez les principaux groupes de parties prenantes, leur attitude vis-à-vis de l'action et les éventuelles consultations. Éventuelles, ça veut dire si vous avez fait des consultations, dites-le. Si vous n'avez pas fait de consultation, dites-le et dites qu'on va les faire, par exemple. OK? Donc, une partie prenante, ça se consulte. Voilà. Mais si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Mais voilà. Et au moins, elles sont identifiées, même si elles sont. Voilà. Monsieur. Dans les fonctions, il y a un texte qui prend un peu de place. Je sais pas, peut-être. Mais mettez-vous à la place des évaluateurs. Est-ce que l'évaluateur, il va être focalisé sur j'ai 2 pages plus un mot, je jette ce dossier alors qu'il est extraordinaire? Essayez de respecter les consignes, mais en fait, derrière l'idée, c'est quoi? Maximum de pages, c'est quoi derrière l'idée? Ça veut dire soyez synthétique. Voilà. Donc, moi, personnellement, mon conseil, c'est d'être simple, clair et efficace ici. Et est-ce que c'est à une phrase de plus ou une phrase de moins? Je sais pas. Exposer brièvement la logique d'intervention dans laquelle s'inscrit l'action.
Il y a une question dans le fond. Merci. Oui. C'est quoi la différence entre partie prenante et bénéficiaire indirect? Bénéficiaire, c'est Oui. ça, et partie prenante. Pour moi, c'est une bonne question. Pour moi, les bénéficiaires font partie des parties prenantes. Mais ce ne sont pas les seules parties prenantes. Il y a d'autres parties prenantes qui ne sont pas bénéficiaires. Par exemple, les autres organismes qui interviennent sur le même sujet dans la même localité, avec lesquels on pourrait s'associer ou au contraire essayer de se répartir le travail. Il peut y avoir des universités qui travaillent sur ces thématiques, qui seraient intéressées par la connaissance générée dans le cadre de notre projet. Ça peut être une partie prenante, on est susceptible de... Voilà. Ça peut être les organismes étatiques qui délivrent les autorisations. C'est une activité réglementée, etc. Ici, dans cette question, on ne vous repose pas la question par rapport aux bénéficiaires. C'est-à-dire, il n'y a pas une question sur les parties prenantes, puis ensuite une question sur les bénéficiaires. Donc, moi, j'inclurai les bénéficiaires comme l'un des groupes de parties prenantes. Partenaires et associés aussi. Et le partenaire et associé également, ici. Ouais. Mais comme il faut être synthétique dans ces 2 pages, il faut choisir un, deux, 3 groupes. Et voilà. On ne peut pas lister l'infinité des personnes qui pourraient entrer impacter. Ok, logique d'intervention. Donc, comment, en fait, moi, concrètement, en tant que projet, je vais faire des activités, je vais faire des formations, je vais faire des séminaires, je vais donner des bourses, je vais en faire des voyages, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça va changer dans un premier temps au niveau de mes groupes cibles? Qu'est-ce que ça va faire comme différence plus de moyen terme? Et finalement, comment je vais impacter le grand sujet dont on a parlé tout à l'heure, qui est la transition verte, l'économie de demain, l'économie de ressources, etc. en Tunisie. Donc, il faut qu'il y ait un lien logique entre tout ça. Parce que moi, voilà, bon, par expérience, ayant été dans une infinité de choses comme ça, enfin, une infinité, non, mais les activités, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Vous pouvez être originaux sur une approche, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est pourquoi j'ai bien choisi mes activités. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai plus de chances de réussir que une organisation lambda sur le même type d'activité? Et quel est mon enchaînement logique, en fait, entre ce que je contrôle et ce que je contrôle pas? D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu là-dedans aussi qu'on peut inscrire le soutien financier. Et comment Tout à fait. Tout à fait. Donc, comment il s'intègre dans la... Donc, vous êtes libre sur les activités, sauf sur le soutien financier. On vous impose de faire le soutien financier. Donc, le soutien financier, c'est l'une des activités. Vous devez le mentionner. Comment vous allez le gérer? Qu'est-ce que ça va faire comme différence, etc. Expliquer le type d'activité. Donc là, vous pouvez faire un bullet point sur le soutien financier à des tiers. De quelle manière l'action intégrera les questions transversales pertinentes? Là, il y a toute une liste de questions transversales pertinentes. Est-ce que vous allez par exemple beaucoup travailler avec les femmes entrepreneuses, donc du coup vous avez un axe genre? Est-ce que vous allez beaucoup travailler avec les organismes étatiques, donc vous avez un axe bonne gouvernance? Est-ce que vous allez beaucoup travailler sur la mise en réseau ou je sais pas quoi? Donc là vous allez à travers vos choix en fait d'activités toucher des sujets plus généraux qui sont importants pour Greenovik, qui sont importants pour la Tunisie, et donc du coup c'est à vous d'argumenter comment votre projet a une chance de faire une différence sur des sujets comme ceci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie du dossier? Oui, vas-y. Et est-ce que tu entends par la réalisation de l'impact attendu? C'est où? Ah oui. Les résultats des réalisations et les réalisations de l'impact attendu. Ah oui, bon, c'est une formulation un peu pas terrible, hein, mais en gros, c'est les résultats, les activités permettent d'atteindre les résultats permettent d'atteindre les réalisations, les résultats des réalisations permettent d'atteindre l'impact. Bref, c'est la chaîne. Réalisation, c'est un petit peu peut-être les objectifs qu'on a mis au début. Les réalisations, c'est les objectifs spécifiques. Mais attention, hein, parce qu'il n'y a pas un seul modèle de cadre logique, il n'y a pas une seule utilisation de tous ces termes-là. Donc, vous n'aurez pas à ce stade, mais au niveau du dossier complet, un cadre logique à soumettre. Je pense qu'on fera un bootcamp à ce moment-là et on retrouvera dans le détail de comment le cadre logique qui vous est demandé par Greenovi en 2023 utilise ce vocabulaire-là. Parce que en 2022, c'était pas la même chose et en 2024, ce sera peut-être pas la même chose. Mais pour l'instant, ce qui est important de comprendre à ce stade, sans vouloir confondre tout le monde,
vous inquiétez pas de tout ça. Vous allez faire des activités. On est clair là-dessus. Ces activités vont avoir des produits. Par exemple, je fais une activité de formation aujourd'hui. Mon produit, c'est 40 personnes formées en gestion de projet. Le fait que ces 40 personnes sont formées en gestion de projet, qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce que j'essaie de changer? Ma mission et ma vision, qu'est-ce que j'essaie de changer? Elles sont plus capables de… leur taux de leur pourcentage, leur probabilité de réussite de leur projet est augmentée. OK? Ça, c'est les effets à moyen terme. Et le fait qu'elles aient une meilleure probabilité de réussite de leur projet, ça fait qu'il y a un développement économique, etc. Ça, c'est le long terme. OK? Donc, c'est tout simplement, il y a une chaîne entre des choses très, très basiques, concrètes, immédiates, et des effets à court terme, moyen terme et long terme. Donc, ça, c'est ça qu'on vous demande de décrire. Comment je vais passer de moi, des ateliers de théâtre dans les quartiers défavorisés à une meilleure intégration des jeunes, en particulier en situation de vulnérabilité dans la société tunisienne. Il faut qu'on ait une logique. OK? Par rapport à la présentation des activités proposées, Oui. est-ce qu'on doit mentionner comment les entreprises vont gérer la subvention? Comment eux, ils vont gérer la subvention? Oui. Peut-être. C'est-à-dire, en gros, vous allez dire petit point d'activité. Et là, je peux le dire puisque c'est vrai pour tout le monde. Soutien financier à des éco-entreprises. D'accord? 2 points. Ici, on vous demande les liens, rapports. Donc, le fait, ce soutien financier, je vais le donner peut-être à des éco-entreprises qui sont passées par un programme d'incubation avant. Donc, activité avant, incubation. OK? Et ces éco-entreprises que je soutiens financièrement, peut-être que je vais les suivre derrière. Ou alors, je vais les envoyer participer à des colloques internationaux ou des séminaires ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai une activité qui est le soutien financier, mais elle est liée à des activités amont, des activités aval. Je n'ai pas 14 pages pour décrire ma méthodologie de soutien financier, donc je vais essayer d'être assez bref. Nous allons soutenir 10 éco-entreprises du secteur X, Y, Z avec un soutien financier de 33 000 dinars chacune, etc., etc. Donc, c'est ça, le niveau de détail à ce stade. Après, vous avez d'autres sections plus détaillées. C'est bon? On avance? OK. Une autre section, c'est la question suivante. On vous demande d'écrire la pertinence de votre action par rapport aux objectifs et priorités du règlement d'appel à projet et de la charte verte. Là, on fait le lien avec ce qu'a présenté Naël tout à l'heure. Donc, il a présenté un document. Vous avez accès à ce document, il fait partie du package que vous avez téléchargé. Vous devez le lire, vous devez vous le réapproprier et vous devez ici argumenter en expliquant pourquoi ce que vous proposez aujourd'hui, c'est pertinent. Pertinent, ça veut dire que c'est approprié. Donc, c'est pertinent par rapport à quelque chose. Donc, vous allez faire référence à la charte verte, dire tel point, tel point, tel point de la charte verte sont traités par notre proposition de telle et telle manière. D'accord? Vous décrivez la pertinence de l'action. Donc, vous devez vous positionner par rapport à 2 choses. Vous devez vous positionner par rapport à la charte verte et vous devez vous positionner par rapport au règlement de l'appel à projet. Donc, prenez bien le temps de maîtriser ces documents-là avant de vous lancer dans une formulation. Décrivez la pertinence de l'action par rapport aux sous-secteurs, sous-thèmes, domaines, etc., aux autres exigences spécifiques indiquées dans le règlement d'appel à projet, par exemple l'appropriation locale, etc. Donc, en fait, il y a quand même un gros, on l'a vu tout à l'heure, il y a un gros package, un gros ensemble conceptuel avec énormément de matière. Et c'est à vous de vous l'approprier et d'argumenter pour dire, voilà, notre projet, il est pertinent par rapport à cette vision pour telle et telle raison, en réutilisant les mots-clés, mais pas en réutilisant d'une manière creuse. C'est-à-dire, je peux pas, si j'utilise un mot-clé, il faut que derrière, je donne un argument qui permet à l'évaluateur de dire, il n'a pas juste copié-collé le document. Évidemment, il a repris le mot-clé et derrière, il m'a donné un argument, un exemple, une raison pour laquelle je peux croire ou comprendre que lui, il va faire des choses qui sont pertinentes par rapport à ça. En d'autres termes, copier-coller la liste des points qui sont dans la charte verte et qui sont dans l'appel à projet, c'est pas un projet, c'est pas une description, c'est pas une argumentation. C'est dire, oui, vas-y.
que cette fois aussi à Léna et Marion, parce que j'étais là à la dernière session, et on avait posé la question sur la liste des secteurs. Et alors à l'époque, la semaine dernière, j'avais pas encore lu la charte, donc je nous ai envoyé vers la charte. En fait, j'ai pas vu de liste sectorielle, ou alors peut-être que j'ai mal compris. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'atelier de théâtre. Est-ce que forcément ça va être l'agritech, des choses comme ça, l'énergie renouvelable, ou est-ce que ça peut être d'autres secteurs, mais avec l'impact environnemental? Je pense que moi, je m'attendais à avoir une liste des secteurs. En fait, je pense, hein, ça n'engage que moi, hein, mais il y a une définition, enfin, c'est à vous d'argumenter pourquoi le secteur que vous proposez est pertinent par rapport à ces contenus-là. Parce que je On a pense. souhaité ne pas réduire et ne pas restreindre dans l'appel à projet parce qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises et de choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc, on a préféré ne pas mettre de contraintes. Mais après, effectivement, c'est là cette question-là, justement, elle vous permet d'argumenter, de nous convaincre de l'intérêt d'un secteur ou pas. Ouais. Peut-être les attentes, en fait, quand on renvoyait vers la charte verte, c'était pas forcément, il y a potentiellement eu un malentendu sur ça, pour y voir une liste de secteurs, mais plutôt pour y voir une liste d'activités dans lequel votre projet doit s'insérer, mais c'est pas limitant en termes de secteur. Alors, on vous demande aussi de décrire quels résultats escomptés mentionnés dans l'appel à projet sont pris en compte. Donc là, j'ai fait copier-coller de l'appel à projet. Dans le règlement, on vous donne 2 objectifs. Renforcer les services des structures d'accompagnement pour le développement de l'entrepreneuriat vert, contribuer à l'émergence et l'accélération d'éco-entreprises. Et en dessous de chacun de ces objectifs, il y a 4 points qui sont des résultats plus concrets. Donc, je prends un exemple. Dans l'objectif de renforcement des services, est-ce que tu pourrais passer le slide, s'il te plaît? Dans l'objectif de renforcement des services, par exemple, 2e point, les structures d'accompagnement renforcent ou développent des mécanismes de soutien financier. OK? Donc, le renforcement de la structure, parmi toutes les possibilités, il y a une des possibilités qui est le développement de la capacité à proposer des soutiens financiers. Peut-être que la structure avant n'était pas capable de proposer des soutiens financiers, elle faisait que des formations, de l'accompagnement, etc. Bon, pour pouvoir passer vers une structure qui peut proposer un soutien financier, il y a un certain nombre de réformes, de nouvelles capacités à acquérir, de processus, etc., qui doivent être mis en place. Donc ça, c'est un résultat concret. Les chaînes de valeur spécifiques à haute valeur ajoutée sont appuyées et valorisées. Ici, il y a une liste non exhaustive, agriculture, tourisme, artisanat, etc. Et des programmes visant des clusters se développent. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de lire ces points et choisir parmi ces points lesquels sont pertinents par rapport à votre idée, ou d'une autre manière, de développer une idée qui soit pertinente par rapport à ces points-là, et ensuite d'argumenter pourquoi vous avez choisi ce point, etc. Donc, c'est un appel à projet, en fait, qui est cadré, pas vaste, c'est cadré, mais en même temps, il y a beaucoup de possibilités pour vous de vous positionner par rapport à ces éléments de cadrage. D'accord? Je continue à avancer. Pertinence par rapport aux besoins et contraintes spécifiques du pays, des secteurs concernés, etc., y compris synergie avec d'autres initiatives pour éviter le double emploi. Donc, Naïl, tout à l'heure, a parlé de synergie. Donc, peut-être que Greenovie n'est pas le seul projet qui intervient sur le secteur de l'économie verte. Peut-être que pour vous, c'est pas le seul projet d'économie verte que vous allez faire. Donc, c'est à vous de dire, avec la GIZ, on fait ceci, avec Greenovie, on fait cela, c'est complémentaire. OK. Décrivez la situation intérieure. Donc là, en fait, vous allez, tout à l'heure c'était synthétique, maintenant vous avez plus de place pour développer. Vous devez développer une analyse détaillée des problèmes et de la manière dont ils sont traités. Les projets importants au niveau national par rapport auxquels vous positionnez. Donc peut-être que l'État tunisien a un grand programme dans le domaine que vous allez viser. Donc du coup, vous dites, nous on s'inscrit par rapport à ça, mais on va pas refaire exactement la même chose, on va faire quelque chose d'un peu différent, complémentaire, etc. Si vous avez déjà fait des choses similaires avant, à vous d'expliquer en quoi ce que vous allez proposer cette fois-ci construit sur ce que vous avez fait avant. Bref, ici, c'est vraiment tout un ensemble d'informations qui vont essayer, parce qu'en fait, ayant lu des notes comme ça, si vous juste dites, notre objectif, c'est de sortir 12 éco-entreprises, former 42 entrepreneurs sur le sujet,
C'est très aride en fait. Donc il faut apporter de la matière qui permettra aux évaluateurs de mieux positionner votre projet par rapport à l'histoire de votre organisation, par rapport aux spécificités locales, par rapport aux consultations que vous avez eues avec peut-être vos bénéficiaires, etc. Donc, c'est pas juste une liste d'activités, un projet, c'est vraiment tout un historique. Ici, il y a une section que j'ai surlignée parce que elle est un tout petit peu, on en avait parlé, un tout petit peu en décalage par rapport à la question posée. Mais pour résumer, et je passe sur votre contrôle, ici, on vous demande d'ajouter en pièce jointe à votre dossier les documents juridiques qui prouvent que l'existence de votre structure. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est le JORT, publication en JORT. Donc, en gros, là, c'est une pièce jointe. OK ? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez besoin d'un break ou on continue? C'est Regardez un peu. C'est dense, hein, le document. En fait, encore une fois, le document, il est dense. Il est compliqué. Moi, je veux vous rassurer sur le fait que c'est les fondamentaux qui font la différence. La vision, la mission de votre organisation, son historique, le sérieux du travail d'analyse que vous avez fait par rapport aux problèmes que vous souhaitez traiter, votre engagement sérieux par rapport aux principes et aux valeurs de la charte verte, votre compréhension de l'appel à projet, le fait que vous ne soyez pas des touristes sur la thématique, mais que vous soyez réellement des acteurs engagés et qui veulent faire une vraie différence. Le fait que vous n'avez pas vu 400 000 euros, regarde là, non, je vais prendre ces 400 000 euros, mais c'est pour faire un changement qui est réellement sincère et sérieux et impactant par rapport au vrai, parce que le problème, il est réel, c'est pas un problème imaginaire. On a un vrai problème dans le monde entier, on a un vrai problème en Tunisie sur ce sujet-là, donc on fait pas semblant. Donc, si tout ça s'est fait sérieusement, vous allez voir, ça va venir tout seul. En revanche, si c'est un peu du parachutage et c'est un peu artificiel, superficiel comme analyse, etc., vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à répondre à toutes ces questions. Ça, je vous le garantis. Et mettez-vous à la place de la chère équipe de Greenovi. Ils essayent de trouver les meilleurs projets. Ils ont une bourse, une enveloppe qui est limitée. Ils essaient de trouver les meilleurs projets à soutenir pour faire une différence. On est tous dans le même bateau. On va couler tous ensemble ou alors on va flotter tous ensemble. Mais il n'y en a pas un qui va réussir au détriment des autres. OK ? Donc là, c'est ça. C'est compliqué, oui. Mais d'abord, c'est vous comme organisation, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait avant, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quels sont les besoins que vous détectez autour de vous, qui vous allez accompagner, quelle est la meilleure manière de les accompagner. C'est ça, en fait, les questions. C'est pas si difficile. Nassim, j'ai une question à propos de fédéral et l'objectif de la société. Dans le règlement du projet, c'est mentionné deux types d'objectifs. Il y a l'objectif de l'économie et l'objectif de l'hydraulique. Oui. Donc, en se basant pour la rédaction de la note succincte, est-ce qu'on va se baser sur l'objectif général spécifique de l'appel à projet? On va prendre les deux. Moi, j'espère qu'ils ne sont pas contradictoires, mais moi, ce que je ferai, c'est que je travaillerai sur l'objectif de l'appel à projet. Parce qu'en fait, Lead for Green, c'est une des actions de Greenovi qui a son propre sous-objectif. D'accord? Donc, à vous d'essayer d'argumenter par rapport à ce que Lead for Green essaye de faire. Demain, il y aura peut-être un autre appel à projet. J'essaie de penser à un nom, mais j'ai pas de nom en tête. Et il y aura peut-être des objectifs spécifiques différents. Donc, du coup, cet autre appel à projet, il essaiera de faire quelque chose d'un peu différent. Donc, dans un autre appel à projet, on essaiera de faire des choses un peu différentes. Okay ? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y aura d'autres. Ouais, je pense. Bon, après, on a une section sur la description des groupes cibles et des bénéficiaires finaux. Donc là, on a vu tout à l'heure la différence entre ces deux possibilités. Ici, on vous encourage à expliquer les processus participatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de empowerment ou autonomisation, renforcement du pouvoir d'agir, empouvoirment, etc. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ils ne sont pas des objets passifs sur lesquels on va appliquer un modèle tout fait. Ils sont acteurs du changement, ils ont leur mot à dire et c'est à eux d'exprimer leurs attentes. Il y a une différence entre les besoins et les attentes. Les besoins, moi, de l'extérieur, je considère que tel élève, il a besoin de cours du soir. Lui, si on lui demande de s'exprimer, il va peut-être dire quelque chose de totalement différent. Donc, vous savez que le changement, c'est quelque chose qui est difficile,
et c'est rare de réussir, mais c'est encore plus rare de réussir quand on ne prend pas en compte la parole de la personne qu'on essaye de servir. Donc, on est dans une démarche de service. Dans une démarche de service, on écoute et on donne la parole aux personnes qui sont visées par ces services. Donc, on parlait essayer. Je pense que les projets qui proposent une démarche sincère dans laquelle ils ont consulté, ils ont enquêté, ils ont parlé réellement avec ces hommes et ces femmes qui vont finalement bénéficier des services, ont plus de chances d'être convaincants que des projets qui ont été écrits tout seuls dans un bureau avec un tableau blanc. Ça fait partie aussi des points forts d'une organisation qui est déjà engagée dans une dynamique avec les futurs groupes cibles et bénéficiaires. On les connaît, on en parle avec eux tous les jours. Ils viennent au bureau, ils viennent au coworking space, ils viennent à l'incubateur. On sait de quoi on parle, c'est pas théorique. Ok. Notion, il y a la participation, le processus participatif et consultatif. Donc, je ne parle pas à la place d'eux, mais j'ai interrogé et je fais ressortir des données et des remarques et des attentes qui ont influencé mon design. Par exemple, oui, c'est ça. Ok, dernière question, c'était indiquer les éléments spécifiques de l'action qui apportent une valeur ajoutée par rapport à la promotion, consolidation des partenariats publics-privés, innovation, bonne pratique, concordance de l'action et des activités prévues avec la charte verte. Donc là, c'est un peu champ libre à vous, c'est moins cadré là, c'est champ libre à vous pour essayer de défendre votre approche d'une manière un peu plus libre. Donc, et encore une fois, il y a tout un corpus de textes. Donc, je disais, il y a eu quelques questions qui m'ont été adressées directement pendant la pause qui étaient intéressantes et donc je voudrais les traiter en collectif. Donc, déjà, il y a eu 2 fois la question sur je suis moi-même une entreprise éco-innovante. Est-ce que cet appel m'est adressé? Et franchement, c'est une question que je comprends parce que finalement, c'est une opportunité qui s'adresse in fine, en bout de chaîne, qui cherche à impacter les entreprises éco-innovantes. Mais comme on a vu tout à l'heure, la distinction entre groupes cibles et bénéficiaires finaux, les groupes cibles de cet appel sont les structures d'accompagnement. Les bénéficiaires finaux sont les éco-entreprises. D'accord? Donc, en tant qu'éco-entreprise maintenant, c'est pas vous qui êtes visé dans un premier lieu par ça. En revanche, s'il faut s'attendre à courant d'année prochaine, quand les projets vont se mettre en place, un certain nombre d'opportunités concrètes pour les éco-entreprises. Si on fait un simple calcul, il y a 50 à 70%, disons 60% du budget qui est réservé à des subventions directes aux éco-entreprises. Donc, du coup, cet appel est doté d'1,5 million d'euros. Il va y avoir 800, 900 000 euros d'opportunités de financement pour les éco-entreprises. Donc, soyez un petit peu patient et patiente. Il y aura... c'est bien ça? Oui, c'est tout. Il y aura... et en plus, c'est en ticket de 20 000 maximum. Donc, ça fait quoi? Mes maths, elles sont pas terribles, mais ça fait au moins 50, 60 tickets pour des éco-entreprises qui seront gérées par les structures intermédiaires. Donc, aujourd'hui, non, c'est pas vous qui le visez, mais demain, oui, clairement. OK? Monsieur. On parle de structures d'accompagnement, les accélérateurs, les incubateurs, le coworking space, c'est bien ça, les pépinières d'entreprise. Ensuite, le profil des partenaires pour ces structures d'accompagnement. C'est beaucoup plus, c'est ouvert. Si je reviens sur la slide sur l'éligibilité. Ça peut être des entreprises qui ont le même cheminement, le même objectif. En fait, voilà la liste des critères d'éligibilité. Donc, les partenaires peuvent être des personnes morales à but lucratif, théoriquement, mais elles ne pourront pas, même en tant que partenaire, faire de marge bénéficiaire sur le projet. C'est-à-dire... Non, ça peut être une entreprise ordinaire, mais qui va travailler à prix coûtant. Parce que, par exemple, un projet, je dis n'importe quoi, un projet X, il a tout un volet formation. OK? Donc, il va avoir besoin d'un cabinet de formation. Ce cabinet de formation, c'est son prestataire de service sur l'activité. Donc, soit le porteur de projet va faire un appel d'offres pour identifier un cabinet de formation qui va
faire une prestation de service de formation à destination des éco-entreprises accompagnées. Là, c'est dans le cadre d'une transaction qui est une transaction dans l'économie marchande, l'économie de marché. Donc, c'est le cabinet de formation, dans ce cas-là, en tant que prestataire de service, il va facturer ses services, faire une marge, etc. Si le cabinet de formation, il postule en tant que partenaire avec l'organisation qui porte le projet, dans ce cas-là, il est là pour délivrer l'action, mais il le fera à but non lucratif. Il va uniquement avoir ses coûts directs qui vont être costés. Donc, est-ce que c'est pertinent de s'associer avec un cabinet de formation? Ça dépend, mais ça ne me paraît pas être un montage qui est le plus logique. Le plus logique, c'est de faire après appel sur le marché à cette prestation, à ce service. Parce que c'est clair dans un cadre général. Vous pouvez être une entreprise et postuler. Il y a des incubateurs qui sont, la forme juridique, c'est entreprise. C'est pas tous des associations de la société civile. C'est des entreprises privées. Ils peuvent même avoir des activités à but lucratif. Mais sur ce projet-là, ils ne pourront pas faire de marge bénéficiaire. Ils vont devoir budgétiser les coûts à prix coûtant et exécuter l'activité en consommant 100% des ressources proposées et du soutien proposé par Innovi pour les besoins du projet. J'ai clarifié ou est-ce que j'ai encore plus compliqué là? Donc, votre stratégie de partenariat en tant que candidat doit démontrer une valeur ajoutée. Pourquoi vous vous êtes associé avec telle ou telle structure? C'est que ça augmente vos chances de réussir sur le projet. À vous de développer dans votre dossier. Mon partenaire m'apporte ça que moi j'ai pas, et moi je lui apporte ça que lui il a pas, et à deux on a plus de chances de réussir que tout seul. Oui. Donc pour les experts qui vont participer, parce qu'en fait, on peut verrer leur rapport comme financement. Donc, vous allez les payer ou pas, ces experts? Vous pouvez attribuer des honoraires, mais ils vont être considérés comme des... Donc, ils vont travailler bénévolement. Donc, c'est un apport en nature. C'est pas, pour sortir de souci de ne pas avoir de financement. Parce que c'est une solution, on ne peut pas la considérer. Par exemple, vous allez prendre Nessim comme expert. J'espère. Et Nessim, il va vous coûter, pour vous, un prix d'amis, 100 dinars par jour. Est-ce que vous allez le payer, ce Nessim? Ou est-ce que vous allez dire, Nessim coûte 100 dinars par jour, mais comme c'est mon ami, il travaille gratuitement? Et du coup, le temps de travail de Nessim, je considère que c'est mon apport au projet. Et non. Si Nessim est payé, ces 100 dinars, ils doivent bien venir de quelque part. C'est de l'argent que vous avez sur un compte qui vont être décaissés vers Nessim. Dans ce cas-là, il y avait de l'argent, c'est votre apport. Si c'est du temps de travail bénévole de Nessim qui, en fait, sur le marché, théoriquement, valait 100 dinars par jour, mesquine, il ne gagne pas bien sa vie, eh ben, c'est de l'apport en nature et c'est pas considéré comme un cofinancement. En gros, pour résumer, le cofinancement, il faut que ce soit du cash. C'est bien ça? Ok, j'ai tout bon. Mais je reviens juste à mon contenu, qui est plus léger maintenant. Vous allez voir, si vous lisez attentivement le formulaire de note succincte, et j'espère que vous allez le faire, vous allez voir ce paragraphe qui est bizarre, qui dit « Il n'existe pas de modèle spécifique pour soumissionner la note succincte, mais vous devez faire ta, qui en fait est un modèle. » Donc, moi, mon conseil, vous n'allez pas faire de philosophie trop sur ça, vous avez un formulaire à remplir, vous le remplissez. Donc, en fait, il y a un modèle. Et je parle sous le contrôle de l'équipe Grinovi. Je sais pas trop pourquoi il y a ça, mais en gros, il y a quand même beaucoup de sections obligatoires dans ce modèle non imposé. Donc, voilà. OK? Oui. Il n'y a pas des documents à fournir pour justifier Bonne question. Si, il y a une question sur le genre. Ah, pour justifier le cofinancement? Non, à ce stade, non. D'avoir 20 000 euros, par exemple. Capacité technique. Est-ce qu'il y a des pièces jointes dans le... Il y a pas... Non. En fait, vous avez une déclaration sur l'honneur à remplir pour pas faire perdre de temps à l'équipe. Parce que ils ont beaucoup de choses à faire. S'ils reçoivent 400 demandes, ils doivent traiter 400 demandes. Donc, en fait, à l'avance, on demande aux candidats d'être un petit peu sérieux
en remplissant une déclaration sur l'honneur qu'ils sont éligibles au titre des critères mentionnés. Et donc, du coup, ça, plus le genre, plus ce que vous allez développer comme argumentaire, etc., c'est les éléments demandés maintenant. Mais, s'il vous plaît, ne faites pas perdre de temps à l'équipe si vous êtes clairement pas éligible, si c'est clairement pas pour vous, à envoyer un dossier qui, voilà. Donc, Pas perdre de temps et pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, si on vous sélectionne parce qu'on pense qu'effectivement vous avez la capacité et qu'arriver à la deuxième partie de l'évaluation, quand on demandera le dossier complet, et là où effectivement on pourra voir si vous avez cette capacité ou pas, si vous en êtes arrivé là, ça veut dire que vous aurez pris la place de quelqu'un, mais que vous serez éliminé parce que vous n'avez pas la capacité. C'est un peu dommage. Et nous, on peut pas aller repiocher quelqu'un qui n'aurait pas été sélectionné parce que votre dossier est passé. Donc, en fait, pour répondre à votre question, pas à justifier en termes de documents, etc., en première partie, mais cette vérification, elle sera de toute façon faite. Donc, peut-être que le chemin des financements sera une collecte les éco-entrepreneurs vont contribuer eux-mêmes pour avoir, par exemple, le 10%. moi, ouais. Non, Non, mais c'est-à-dire que ça veut dire que tu vas lui donner et après tu vas reprendre. Après, il va avoir une valeur et une assistance. Bon, on vous demande pas le schéma de financement à ce stade. On refera un bootcamp, on creusera peut-être ces questions-là. Ça me paraît pas être une démarche comme ça, hein, très 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 logique, parce que ça veut dire en gros, mais c'est je vais te financer à hauteur de 20 000 euros. Et toi, tu vas payer 2 000 euros de frais d'adhésion. Donc, en fait, les 2 000 euros que tu vas payer, tu vas les payer avec mon cofinancement. Mais moi, à la base, la logique de l'appel, c'est qu'il y ait une partie des ressources qui soit issue d'une autre source que l'Union européenne ou Expertise France. Or, les 20 000 euros de subvention viennent de l'Union européenne. Vous voyez c'est voilà. Bon. C'est parce que c'est des sommes énormes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça s'impose aussi à Expertise France. En fait, c'est les règles du jeu de l'Union européenne. Non, je pense que derrière ça, il y a des raisons un peu plus profondes. C'est de dire, en fait, si c'est un bon projet, il y aura d'autres personnes qui seront prêtes à le financer. Si c'est un bon projet, il y aura d'autres bailleurs et d'autres institutions. En fait, c'est une sorte de garantie de qualité. Dans le sens où les bonnes idées, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, du coup, les bonnes idées doivent être capables d'aller chercher au minimum un peu d'argent. Oui. Ouais, juste pour ajouter un point, Greenville, donc c'est un projet qui s'inscrit dans la programmation environnementale de l'Union européenne. Il y a plusieurs projets, il y a un projet sur la société civile, il y a un projet sur la gouvernance, un projet de recherche, et il y a Greenville qui est vraiment le projet secteur privé. Donc c'est aussi là que l'Union européenne est la plus stricte en termes d'autonomisation, de démonstration d'une certaine capacité à être pérenne. Et effectivement, en fait, comme les enveloppes de cet appel à projet sont élevées, le cofinancement est de fait élevé. Mais si on prend juste le pourcentage, 10%, c'est quand même assez minime. Mais de par la taille de l'enveloppe, ce cofinancement est forcément élevé. Et c'est aussi, comme le disait Nessim, la logique d'intervention de l'Union européenne sur ce projet-là, c'est qu'on s'adresse, entre guillemets, au secteur privé qui est plus solide qu'une association, etc. Même si c'est vrai qu'on autorise les associations complètement. Mais je pense aussi que cette étude-là a été faite sur le marché européen, mais pas forcément adapté au marché tunisien. Un peu les opportunités, le développement de la grande santé pas le même, les sociétés qui sont vraiment impliquées dans ce type d'appel à projet sont vraiment pas nombreux. Donc aussi, il faut prendre bien sûr, la spécificité du contexte tunisien. Non, évidemment. Après, ouais. Juste on cherche des solutions. Ouais. Mais ici, il y a un retour d'expérience quand même à faire. Il y a un retour d'expérience à faire qui est le retour d'expérience d'Innovi en 5 ans d'activité, qui a imposé exactement les mêmes règles. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a les structures ont réussi à trouver ces cofinancements. Donc,
c'est pas uniquement de la théorie, ça a marché sur Innovi. Donc du coup, c'est aussi. Oui, oui. Ok. Clôture du sujet cofinancement, je sais que c'est pas un sujet facile, mais c'est comme ça. Et puis finalement, vous savez, c'est un concours, c'est les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Donc du coup, ça vous pénalise vous, ça pénalise aussi les autres candidats. Tout le monde est dans le même. Ok. Bien. Alors maintenant, c'est la dernière section de cette présentation. C'est un peu plus général. C'est bon, certaines bonnes pratiques de design, de travail maintenant par rapport à la tâche assez sérieuse qui vous attend. C'est selon moi bientôt. Donc c'est un concours, donc faut se démarquer. Donc c'est sûr que moi j'ai été évaluateur souvent. Quand on voit 4, 5, 6, 7, 10 projets qui se ressemblent beaucoup, c'est dur de dire c'est lequel est meilleur que. Alors que d'un coup, on va en voir un qui est vraiment différent, qui a une approche spéciale, qui a fait le plus. Lui, il va sortir. Donc, dans un concours, la stratégie, c'est d'essayer d'être parmi ceux qui passent. C'est pas juste d'envoyer un dossier. Donc, comment faire pour faire la différence? Donc, c'est la qualité, l'originalité, la sincérité de la démarche. C'est pas juste un truc bateau, lambda, vu et revu et revu et revu. Donc, qu'est-ce qui est spécial, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est particulier dans ce que vous allez monter comme dossier. Ensuite, vous devez vous mettre à la place de Greenovi. Qu'est-ce que Greenovi essaye de faire? Donc, vous êtes obligé. C'est comme quand on a un client. Comment pense mon client? Donc là, vous avez un bailleur, un projet. Comment pense ce projet-là? Essayez de vous mettre à leur place. Ok. Donc, ils vous ont donné. Là, ils vous ont beaucoup aidé parce qu'ils vont même donner énormément de contenu sur leur façon de voir les choses. Donc, prévoir du temps pour le faire parce que c'est pas uniquement le temps d'écrire 10 pages. C'est le temps de trouver les informations et les idées qui vont être mises dans ces 10 pages-là. Donc peut-être moi, je peux écrire 10 pages en 2 jours. Donc je me dis, bon, j'ai le temps. Mais en fait, qu'est-ce que je vais mettre comme contenu dans ces 10 pages? C'est ça qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas juste la rédaction. Donc c'est les recherches, les consultations, l'auto-évaluation sincère, ce genre de choses-là. Donc, si vous arrivez à justifier ce que chacun va faire de plus dans cette, c'est pas une réponse oui ou non. C'est pas les partenaires sont un plus en général. Les partenaires sont un plus, peuvent être un plus si ils démontrent leur valeur ajoutée par rapport à la démarche. Personnellement, gérer un projet avec des partenaires, on sait tous que c'est plus lourd et plus compliqué que gérer un projet tout seul. Donc, si j'amène un partenaire, il faut qu'il y ait quelque chose à faire. Voilà. Ça peut être aussi essayer de viser les mots-clés public-privé, ce genre de choses-là. Ça peut être essayer de chercher ça, mais toujours avec un fondement, quoi. C'est pas juste des mots creux, en fait. Derrière, c'est du réel. Parce que vous allez monter un projet, mais après, si vous gagnez, il va falloir le faire. Ouais. Voilà. Des partenaires, on va dire, actifs dans le projet, Oui. et qui donnent un plus, tu vois, qui est quelque chose de valorisant, de non, quoi. Oui. Le nombre de partenaires est pas fixe. Je crois que c'est 1 ou 2. On n'a pas beaucoup plus de place pour 14 partenaires, ça va de. Il n'y aura pas de place pour les logos dans le. Au niveau du style rédactionnel, il faut faire attention au style. Maintenant, il y a beaucoup d'outils de correction orthographique, etc. Donc, bon, c'est sûr, vous n'allez pas avoir perte de points sur l'orthographe, mais mettez-vous à la place aussi du lecteur. Il faut que ce soit précis et clair, pas trop technique, pas trop de mots-clés. Il faut être un peu concret, parler de gens, en fait, parler de personnes qui sont impactées par la situation. Assumez votre point de vue d'organisation. Donc, vous arrivez avec une histoire, c'est à vous de mettre en avant ces forces-là. Évitez, parfois, on voit des définitions générales. Alors, c'est du remplissage, en fait. Vous avez vu, vous avez un nombre de pages limité. Redonnez au lecteur la définition de l'économie verte, alors que lui, il vous l'a donné en input. C'est pas comme ça qu'il faut utiliser son temps et le temps du lecteur. S'appuyer sur le passé et le présent, donc avec les données, les expériences, etc., pour pouvoir parler du futur. Et là, moi, j'ai une question un peu provocante. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'utiliser ChatGPT pour vous aider à rédiger ce dossier? Qui pense que oui, qui pense que non? Pas s'empêcher d'utiliser ChatGPT, mais plutôt sur la structure, non pas sur les idées ou pour ne pas impacter l'originalité. Oui. Oui. C'est pas de la mentionner. Exactement. C'est vrai que c'est une réalité maintenant. Hein. Il y a des outils d'aide à la rédaction.
qui sont appuyés par des structures qui sont extrêmement performantes et voilà. Et donc, je crois que le statistique, il rédige mieux que 99,9% de aujourd'hui, hein. Donc, demain, qu'est-ce que ce sera? Mais, donc, moi, je pense qu'il y a des outils. Alors, je sais pas si vous l'utilisez, il y a des outils de détection de contenu rédigé par l'IA. Donc, tu peux redonner le même contenu à l'IA et lui dire est-ce que ça a été écrit par de l'IA. C'est pas encore dans les règlements d'appel à projet l'interdiction. Mais encore une fois, l'originalité, c'est un très bon point. Si il y a 25 candidats qui ont le même contenu parce que c'est le même robot qui a écrit le contenu, même s'il est excellent, ça va être très difficile pour l'évaluateur de dire si le 26e il est rédigé par un humain à partir d'une démarche, d'un engagement réel, ça va faire la différence. Ah oui? Ouais, on le détecte. Monsieur est connaisseur. Avec la 4.1.16 de la version payante, je crois que tu le sens pas vraiment. Mais même si tu peux le paramétrer en disant que même si tu fais, mais si tu fais avec le type dont je vous avais parlé, tu peux même pas le détecter. Ouais, mais réellement, quand tu es habitué, vraiment habitué, tu sens la différence entre un humain et un robot. Ok. Tout ça, GPT, là, cette dernière, c'est 2021. Par rapport aux données de fond. Moi, j'ai vu déjà sur un appel qu'on a géré, j'ai déjà vu des contenus clairement rédigés par et c'est vrai que on le sent et pas positivement. En revanche, personnellement, je dirais que c'est aussi fou de se dire on s'en servira jamais. C'est pas se mentir non plus. Mais à mon avis, il faut bien s'en servir. Et ChatGPT ne pourra jamais remplacer votre histoire, votre travail quotidien avec les bénéficiaires. Mais aussi, c'est pas le problème. C'est savoir. Si c'est un outil qui permet de rédiger un contenu qui est vraiment drivé par l'opérateur, pourquoi pas? Si vous lui balancez un truc, dis-moi comment répondre à cette question, et il te redonne un contenu, tu fais copier-coller dans le formulaire. Avec ce type d'appel à projet, c'est impossible de répondre. Ok, très bien. Bon, donc c'est bon, c'est réglé. Donc on peut le détecter et puis de toute façon il ne saura pas répondre. La majorité des histoires inspirantes ne sont pas encore publiées sur Internet. D'accord. Pour pas l'origine. Est-ce que c'est intéressant de devenir l'employé de ChatGPT? Parce que en fait, quand vous allez, si admettons un cas extrême, vous faites rédiger le contenu et le projet, etc. par ChatGPT, vous gagnez. Après, il faudra mettre en œuvre. Donc, du coup, vous allez mettre en œuvre un projet qui a été conçu par un robot. Et vous allez galérer avec l'administration et le quotidien et les participants qui sont fâchés et je sais pas quoi. Tout ça, pourquoi? Pour un truc, donc. Déjà, lui, dans sa configuration, il a une limite. Donc, excusez-moi, mais il ne peut pas écrire 10 pages. Il ne peut pas répondre à tout un appel à projet. Il peut répondre à des questions, t'aider à remplir des questions et tout, mais réellement, concrètement, il ne peut pas répondre à un projet. Et déjà, l'idée, c'est toi. Toi, tu rentres l'idée et c'est lui qui va rédiger. Donc, réellement, c'est un outil. Ça reste un outil. J'espère. En tout cas, voilà, je ne sais pas si c'est la conclusion que tout le monde partage, mais bon, moi, je vous pensais le mettre comme point quand même, parce que c'est un peu difficile à ignorer comme sujet. À chacun de travailler en son âme et conscience et avec ses valeurs, quoi. C'est vraiment ça le sujet. Donc, moi, juste ici, je voulais juste rappeler que, en fait, bon, aujourd'hui, on parle de répondre à des questions. Donc, ok, c'est cette case-là, la formulation. Mais vous savez qu'un projet, c'est un cycle. Donc, on peut commencer à n'importe quelle case et que les cases s'enchaînent. Donc, la programmation stratégique, c'est à propos de votre organisation. Vision, mission, valeur. Quel est notre environnement stratégique? Quelles sont les opportunités, les menaces, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, on définit une ligne directrice sur 3 à 5 ans. On dit, nous, notre organisation, on va travailler sur ça. Parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. On est fort sur ça. C'est le besoin, etc., etc. Ensuite, on identifie une opportunité. Ah, tiens, il y a Greenovi qui ouvre un appel à projet pour les structures d'accompagnement. OK. Là, bon, on commence à dire, alors comment notre programmation stratégique, notre vision, notre mission, notre identité comme organisation, comme groupe de personnes qui s'est rassemblé pour se donner, enfin, faire une différence, comment on peut intersecter ou intersectionner cette opportunité qu'on a identifiée.
Et là, on va commencer à parler à nos futurs bénéficiaires, peut-être, etc., les consulter. Après, on instruit, on formule, on rédige le dossier. Si possible, et on l'espère, on décroche un financement, on met en œuvre. Après, on tire les leçons, on évalue. Et ça réalimente le cycle. Ah, on a fait ça, mais ça n'a pas marché. Bon, ben alors pourquoi ça n'a pas marché, etc. Donc, moi, ce que je veux juste dire, c'est que pour bien réussir ici, il ne faut pas oublier les étapes amont. Donc, ça, aujourd'hui, on est à l'instant T, on est en décembre 2023, mais il y a une histoire dans votre organisation, il y a un passé, il y a des expériences concrètes, il y a un quotidien. C'est ça qui doit alimenter et c'est ça qui fera la différence. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cycle? C'est maîtrisé, hein, c'est connu? Très bien. Juste ici, bon, il y a des questions complexes à explorer, donc il y a des outils. Là, j'ai rien mis de fameux. Le 5 pourquoi, donc quand il y a un problème, on essaie d'analyser le problème racine, donc on se pose la question plusieurs fois pourquoi. Okay. Le climat tendance à se réchauffer, pourquoi? Émissions de gaz à effet de serre, pourquoi? Etc. etc. L'arbre à problème, vous connaissez peut-être. Problème, voilà, les causes, les conséquences. Et après, on inverse la formulation et on trouve des solutions. Et après, au sein des solutions, on identifie la famille de solutions qui est la plus pertinente par rapport à l'organisation. Checklist SMART, donc quand vous rédigez, est-ce que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, etc. Donc ça, je passe vite parce que je pense que le niveau est là. Matrice d'analyse des parties prenantes, donc on va arriver à une liste de parties prenantes, mais quelles sont les plus stratégiques, quelles sont les moins stratégiques, comment leur positionnement exactement, donc leur niveau d'influence, leur niveau d'intérêt par rapport au projet. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui sont intéressants, que je n'ai pas mentionné? Le SWOT. Persona de cible. Le persona de cible. Le groupe. Oui, c'est-à-dire? Ça, c'est assez important. Ouais. Allez-y. Persona. Oui, oui. Vous voulez le décrire ou? Enfin, des fois, on pense que le groupe cible final est bien déterminé, qu'on le sache préalablement, alors que pas du tout. En faisant l'analyse profonde, on découvre au final qu'on a carrément une autre cible. D'accord. Enfin, voilà, de fait de faire des analyses en détail là-dessus. Donc persona, c'est-à-dire se mettre à la place d'eux ou jouer le rôle de telle personne concrètement qui ensuite va décrire les choses de son point de vue. Se basant cette personne. Oui. Oui. Donc il y a une forme de segmentation des groupes cibles et ensuite, une fois qu'on a segmenté, on analyse du point de vue de ce segment en particulier par rapport au. Le contexte tunisien, ça va sur quel ciblage? Oui. Exactement. Des concepts, donc tout à l'heure on a parlé de empowerment ou autonomisation, donc c'est sûr que on a plus de chances d'être convaincant quand on donne une vraie place, une vraie parole aux futurs groupes cibles et bénéficiaires plutôt que toujours de parler à la place d'eux et distinguer les besoins et les attentes. Les besoins, moi je peux essayer de déterminer vos besoins de l'extérieur, mais il n'y a que vous qui pouvez exprimer vos attentes. La durabilité, donc bon, ça c'est un concept un peu problématique aussi, en particulier dans le domaine d'aujourd'hui, donc tout est développement durable, etc. Mais est-ce qu'on parle de la durabilité de l'organisation? Est-ce qu'on parle de la durabilité du projet? Est-ce qu'on parle de la durabilité des effets du projet? Tout ça, ça mérite d'être décortiqué et analysé un peu plus en profondeur. Capitalisation et apprentissage, donc dans une logique de cycle, on ne va pas tout remettre à zéro en termes de connaissances, donc il faut être capable de documenter, d'analyser et de réutiliser ces informations. Et finalement, la redevabilité, donc on est dans un réseau de parties prenantes qui peuvent être au niveau des bailleurs de fonds, qui peuvent être au niveau des groupes cibles, et on doit communiquer de manière transparente avec ces parties prenantes et rendre des comptes. Voilà, c'était à peu près tout par rapport au contenu. Est-ce qu'il y a des questions, des réponses? Je rappelle juste les dates limites. Donc, remise de la note succincte 19 janvier. Et après, si vous êtes retenu, vous passez au deuxième cycle. Remise de dossier complet 9 avril. Et donc, du coup, j'imagine qu'un financement qui démarrait grosso modo vers septembre, à peu près, c'est ça. On est un peu plus optimiste. Ah oui? Ouais. Juin, quoi. Juin, juillet, quoi. Ouais. Max, hein. Rénover, hein. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce contenu? J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Prenez confiance en vous et faites en fonction de ce que vous connaissez, ce que vous vivez au quotidien. Et Non, il y a d'autres questions. pas de questions en ligne. Génial. Merci pour votre attention. Sinon, il y a le deadline, une question, je pense, le 4 janvier. Le 9.
4 janvier. Le 9? 9. Les questions. Ah, les Pour les questions, questions, pardon. c'est le 9. Oui, c'est le 9. Le 9. Proposer autant que possible. Oui, après, 1000, 2000 c'est un peu ce que disait Nestime aussi. Les questions. par rapport. Alors, par rapport au partage des documents, oui, ça a été enregistré, donc ça sera accessible sur notre Facebook. Ça fait, ouais, donc oui, donc ça sera accessible. Ensuite, sur le cofinancement, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez prouver que vous avez payé quelqu'un, par exemple le chef de projet, et qu'il a travaillé sur le projet. Après, si vous l'avez payé sur un autre projet ou avec vos fonds propres, etc., nous, on s'en fiche. Mais on veut que vous puissiez nous justifier d'un flux d'argent, en fait. S'il y a ce flux d'argent, et qu'il est passé par vous, enfin par la structure porteuse de la subvention, c'est bon pour nous. Donc, on peut le mentionner dans le budget, disons, après. Merci. Merci beaucoup, merci à tout le monde et bonne chance, bon travail. Et bon courage. Merci.